Oh, je suis pas content. Il y a François Hollande qui a dit qu'il se représentait pas. Ouais, François. Mais c'est quoi ces conneries? Comment je fais, moi, après, pour faire des blagues, tout ça? Tu mets la moitié des humoristes de France en deuil. Mais t'es le premier chef d'État à avoir donné plus de boulot aux humoristes qu'aux chômeurs. On fait comment, nous, maintenant? Pour nous, t'es notre employeur, plus ou moins, François. Donc non, faut se ressaisir maintenant. Faut y retourner. Ah non, franchement, ça m'a fait mal. Quand j'ai appris que François Hollande, il se représentait pas, ça m'a fait penser à mon ex. Ouais, ça, on a tous vécu ce genre de relation à chier, tu sais. Ça fait des années que ça ne va plus. Tu ne peux plus la voir ou le voir en photo. Tu ne le supportes plus. Mais au dernier moment, c'est elle qui te plaque. Oh, la connasse. Et toi, t'es là, tu merdes, mais ça te fout quand même la chkoumoune. T'es quand même triste. Tu sais pas pourquoi. Donc après nous avoir enculés pendant 4 ans, François Hollande a décidé que c'était plus prudent de se retirer. Ouais, c'est vrai qu'on n'avait plus de protection, hein. Ah non, 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 sécurité sociale, il en reste pas grand-chose, protection des salariés, c'est foutu. Non, non, non. Ah si, la protection, on l'a avec l'état d'urgence, par contre. Ouais, ça, on y a bien droit. Alors François, il a expliqué qu'il se retirait de la candidature à l'élection présidentielle parce qu'il voulait pas diviser la gauche. C'est vrai que là, vous étiez dans une configuration où vous étiez pas loin d'avoir plus de candidats que d'électeurs potentiels. Donc c'est vrai que c'était une sage idée. Et c'est maintenant le moment de l'épisode où on se pose la question, est-ce que les médias, ils ont bien fait leur travail? Oui, parce qu'ils se sont plantés sur le Brexit, ils se sont plantés sur Trump, ils se sont plantés sur Sarkozy, ils se sont plantés sur Fillon, tout ça en 10 jours. Hein. Et là maintenant, ils vont se planter ou pas, peut-être, on verra. Attention, avait-il prévu, moi je suis sûr que oui, je positive, hein, que François Hollande ne se représenterait pas, et non. Et là là, oulala là là, c'est la catastrophe généralisée. Bravo les gars, hein, comme d'habitude, vous êtes au top. Va falloir faire une réunion à un moment pour prendre quelques décisions stratégiques, je pense. Parce que là, tout le monde se fout de votre gueule. Alors, petite mention spéciale, non, c'est pas un journaliste, mais c'est un habitué de la boutique. Oui, c'est Jean-Vincent Placé, qui a fait beaucoup de choses, oui, c'est vrai que Jean-Vincent Placé, si tu pouvais rester dans le paysage politique, niveau van, t'es une assurance à peu près... c'est sûr, on sait qu'on a toujours du matériel qui tombe sous la main. Donc Jean-Vincent Placé, hein, attention, qui lui, le champion des prédictions, le Madame Irma de la politique, ah lui, il avait tout vu, lui. Ouais, non, là c'est... Ouais, casser la boule de cristal, Jean-Vincent. Heureusement que ce mec ne fait pas un boulot important. Tu sais, genre membre du gouvernement, un truc où il faut avoir du discernement, bien analyser les situations, prévoir les conséquences et y aller. Hein, ça rassure tout le monde. Bon après, attention, hein, comme toujours, faut traduire. Quand François Hollande il dit « je ne me présente pas pour ne pas diviser la gauche », faut la traduction. Ça veut dire pour laisser un boulevard à Manuel Valls. Ah bah oui, l'autre il est heureux, là, ça y est, hein, la route est tracée. Bon, pour aller dans le mur, mais la route est tracée quand même. Ah, c'est le meilleur cadeau qu'il pouvait lui faire, Mimolette, de se retirer de la partie. Et c'est vrai que quand on y pense, je m'aperçois que ça faisait pas mal de temps que les médias, je m'étais pas aperçu, ils nous vendaient ce truc-là. Vous savez, le rapprochement entre Hollande et Valls, oui, le temps des querelles est terminé, que des photos où ils souriaient l'un avec l'autre, à côté, dynamiques, ils s'engueulent plus, prêts à aller de l'avant. Ils ont fait plein d'articles, plein de photos comme ça, et ils se sont arrêtés quand ils ont fait cette photo. C'était un peu celle de trop, je trouve quand même. Vous voyez le niveau de gaïtude de ce truc-là ou pas? Vous arrivez à situer? Non, parce que vous connaissez pas Internet, mais quand tu vois ce genre de photos, après, il y a Photoshop qui s'en mêle. Et là, tu peux partir en couille. Ah, tu peux faire n'importe quoi. J'ai perdu une après-midi. Ouais, je suis allé un peu loin. Donc, non, franchement, les gars, allez-y mollo sur le rapprochement. Et le pire dans l'histoire, c'est que si la tactique, c'est de laisser un boulevard à Manuel Valls, ça veut dire que dans votre tête, vous pensez que Manuel Valls, il a une chance, là, au présidentiel? Non, vous êtes sérieux? Non, parce que personne n'en veut. Enfin, il y a Paris Match, là, qui a fait une étude, et qui a révélé qu'en fait... les codes de popularité de Manuel Valls, elle est encore pire que celle de François Hollande, en fait, si vous voulez. Donc là, il est... Ah putain, j'ai compris. C'est-à-dire qu'en fait, les médias sont tellement mauvais que si ça se trouve, Valls, il se dit, non, sur moi, il se plante. À combien je suis d'attention positive, là, hein? 6%. Mon avis, je suis à 51. Non, je suis à 51. Ils se sont plantés comme pour Trump. Les gens m'aiment. Ouais. Je le vois, ouais. Sur le terrain, quand je descends de la voiture, il y a un rapport humain avec les gens. Je le vois, les femmes surtout, elles m'aiment énormément. Non, Manu, les sondages se plantent, mais pas pour ce genre de sondage en général. Donc du coup, les médias, ce que je vous propose, c'est que vu que vous vous plantez la gueule depuis tout le temps, là, au niveau de tout ce qui est sondage, je vous propose un truc. Comme ça permet, parce que moi, je suis désolé, je veux remercier François Hollande. Je veux qu'on lui donne un petit cadeau de départ. Ce que vous faites, vous organisez un sondage. Ok ? Ouais. Approuvez-vous la décision de François Hollande de ne pas se représenter?
96% des Français disent oui. T'es sûr, t'as un boulevard. Le lendemain, comme ça, Le Monde, l'Express, Libé, ils font une petite une. 96% des Français approuvent la décision de François Hollande. L'autre, un coup de ciseau, il découpe ça dans un cadre sur ses chiottes. Ça lui fait un souvenir des 5 ans. Hein, voilà, comme ça. Rattrapez-vous, ça vous permet d'avoir une image de crédibilité. Et puis l'autre, ça lui fait plaisir, quoi. Donc du coup, François Hollande nous a fait son discours d'adieu. Ah ouais, c'était royal. C'était, enfin, royal, sans mauvais jeu de mots. Ah non, non, bon, en gros, il nous a expliqué pendant à peu près 10 minutes qu'il était le meilleur chef d'État français depuis Louis XIV, à peu près. J'ai également régulé la finance, oui, la finance et le système bancaire, parce que ce que j'avais trouvé en 2012 était source de tous les risques. Voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que j'assume devant vous, en revendiquant les avancées. Avant de nous dire, oui, mais je sais, en dépit de ça, je ne me représente pas. Je suis désolé, mais je le fais pour la France. Ne pleurez pas, s'il vous plaît. Je m'en vais comme un prince. Oh l'enculé, il nous a refait le sketch des inconnus. On aurait dit Légitimus. Ouais, je m'en vais comme un prince. Je suis désolé François, en plus, je veux dire, si vraiment tu veux te comparer à un personnage des inconnus, je suis sûr qu'on peut en trouver où il y a un petit peu plus de ressemblance physique. Bon du coup François, on va pas t'en vouloir, on va quand même analyser ta magnifique prestation. Depuis mai 2012, c'est-à-dire la date à partir de laquelle je suis devenu président de la République. Oui, on connaît la date François, c'est gentil de la rappeler mais ça sert à rien. Ils sont marrants les hommes politiques, ils pensent qu'on est tellement des moutons que 3 jours après l'élection on a déjà oublié qu'ils sont là. T'inquiète pas, non, on sait combien de temps s'est écoulé et on sait surtout combien de temps il nous reste à tirer là. J'ai agi avec les gouvernements de Jean-Marc Ayrault et de Manuel Valls. Non mais c'est bon, tu vas pas nous rappeler le nom des gouvernements non plus, on s'en fout François. Pour redresser la France et la rendre plus juste. Ah voilà, là visiblement ça commence. Mention spéciale pour le petit mouvement de tête que je trouve très sympa. Aujourd'hui, au moment où je m'exprime, les comptes publics sont assainis, la sécurité sociale est à l'équilibre et la dette du pays a été préservée. Ouais, dans quel sens François en fait? Bah préservée, parce que oui on est au courant, ah la dette elle est préservée. Elle est toujours là, elle se porte très bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Ils foutent quoi dans les équipes de com? Ils n'ont pas un mec à un moment pour leur dire ah non, préserver, il y a 2 sens, on va mettre endiguer plutôt, stabiliser, tu vois. C'est consternant. J'ai également voulu que notre modèle social puisse être conforté, parce que c'est notre bien commun. Je l'ai même élargi. Ouais, il n'y a pas que le modèle social que tu as élargi, François. Pour permettre à ces travailleurs qui avaient commencé très tôt leur vie professionnelle de partir plus précocement à la retraite. Et c'est con que t'en aies pas profité avant, mon cochon. Ça nous aurait fait des vacances. Dans ce contexte, j'ai aussi voulu placer la France au premier rang de la lutte contre le réchauffement climatique. Oh non, putain, non. Oh non, tu nous ressors pas ta petite sauterie là dont personne n'a rien à foutre, François. 150 couillons là qui se réunissent pour décider de la date du rendez-vous de l'année d'après. Il en est fier de sa connerie. Ah oui, c'est un vrai miracle de faire ça, François. Sortez vos agendas. Bon, il paraît qu'il y avait des petits fours. Et c'est à Paris, oui, à Paris. Oui, à Paris, François, on a compris. Il nous fait chier avec les noms, il nous fait chier avec les dates, tu vas pas nous faire chier avec les villes non plus, ça va aller. Que l'accord historique a pu être signé et qui a engagé le monde entier. À se retrouver l'année prochaine, voilà. Et à arrêter les petits fours au thon aussi. Ouais, ils font mal au ventre, ceux-là. J'ai fait avancer les libertés. Quoi il est pas en train de parler de l'état d'urgence, là, quand même. Le mariage. Ah, ok. J'avais pas capté de quoi il parlait. Oui, sur son histoire de mariage. C'est vrai qu'il a ça dans le bilan aussi. C'est une grande réussite aussi, ça, François. Bloquer le pays pendant 6 mois pour faire passer une réforme qui était déjà dans ton programme. A été ouvert à tous les couples. L'égalité entre les femmes et les hommes a été renforcée. Ouais, il reste du boulot quand même, François, un petit peu. Et la lutte contre les discriminations, celles qui blessent, a été amplifiée. Attends, il serait pas en train de parler de Dieudonné, là? Ouais, non, mais je le sens, c'est ça le truc derrière. Ça aussi, c'est un record, François. Niquer 200 gens de jurisprudence pour même pas réussir à mettre un mec en tôle. Ouais, non. Champion. J'ai également modernisé notre démocratie. Ouais. Par le 49-3. Avec la réforme territoriale, celle dont on parlait régulièrement et qui n'était jamais faite. Attends, c'est ça que t'appelles moderniser la démocratie? Ton espèce de redécoupage de la carte de France pour refiler des territoires à ton ex et favoriser la gauche dans les prochaines élections? Ah la vache!
et avec également la transparence que j'ai imposée. Ah là, je suis d'accord, François. Tu étais totalement transparent. Là-dessus, ouais, tu marques un point. Le monde, l'Europe, la France ont traversé pendant tout mon mandat des épreuves particulièrement graves. J'ai engagé nos forces armées au Mali, en Centrafrique, en Irak, en Syrie. Ah mais oui, t'as foutu le bordel aux quatre coins de la planète. On est au courant de ça, François. Pour défendre nos valeurs et pour combattre le terrorisme islamiste qui nous avait frappés. Non, parce que là c'est le passage où il est en train de nous expliquer qu'il a tout fait pour lutter contre le terrorisme, c'est ça? Non mais de quoi tu parles, François, exactement? C'est de quoi? De ton site internet à la con là, stopdjihadisme.gouv? De la nouvelle campagne que vous avez lancée? Ah oui, parce que le gouvernement a lancé une nouvelle campagne pour lutter contre le terrorisme. Ah oui, c'est leur sprint final dans les derniers mois là, pour être sûr de l'endiguer pour 2017. Ouais, ils ont fait un film interactif en fait. Un film interactif, c'est-à-dire que tu vas sur le site stopdjihadisme.gouv et là, faut choisir. En fait, voilà, c'est un labyrinthe, faut aller jusqu'au bout du chemin et tu deviens pas djihadiste. Les gars, des livres dont vous êtes le héros, regarde, j'en ai plein à la bibliothèque, c'était pas obligé de dépenser des millions d'euros pour ça. Hein, c'est quoi la prochaine étape en fait? Vous allez faire la version papier, c'est ça? Hein, vous allez organiser des parties de Donjons et Dragons pour réintégrer les djihadistes? Donc, Aldéris. Ah, je m'appelle Karim, monsieur. Non, mais je sais que tu t'appelles Karine dans la vraie vie. Mais là, dans le jeu, tu es un elfe Noldo. Et tu t'appelles Aldéris. Hein. Je suis un elfe musulman ou... Ah, mais les elfes Noldo sont des elfes musulmans. Ah, absolument, complètement. Donc, Aldéris, cela fait déjà un bon mois que tu erres sur les terres du Zandar. Tu as faim, tu as froid, quand soudain, tu vois, non loin de là, une bonne auberge. Que fais-tu, Aldéris? Je rentre. Très bien. Donc, Aldéris, tu rentres dans l'auberge du cochon rigolard. Quoi? Du poulet rigolard. Quoi, de la police? Non, excuse-moi, du tapir rigolard, oui. Excuse-moi, ça se ressemble, j'ai confondu. Donc, tu rentres dans la bonne auberge du tapir rigolard et tu te retrouves face à trois nains qui sont là en train de deviser, de se désaltérer autour d'une bonne bière. Quoi? De l'alcool? D'une bonne bière sans alcool. D'une bonne bière sans alcool, ah oui, ce sont des nains barbus, des grandes barbes, ils marchent dessus, voilà. Et à leur côté, ils ont une hache, comme tout nain qui se respecte, sur lesquelles sont inscrites des runes du Coran. C'est des vraies sourates. Des vraies runes du vrai Coran. Ouais, mais c'est des vrais versets, c'est le vrai Coran. Je ne l'ai pas lu. Ouais, moi non plus, mais c'est pas... Bon, ben c'est pas grave. Et l'un d'entre eux te regarde d'un air entendu. Quoi, entendu? J'ai pas parlé d'où il m'écoute, le fils de pute. Je veux dire qu'il te regarde avec un air de connivence. Tu vois. Connivant? Tu m'embrouilles, quoi? Non, écoute. Regarde, quoi. Qu'est-ce que tu fais? Tu es face à eux? Qu'est-ce que tu fais? Je sors ma dague, je coupe comme un mouton, fils de pute, je l'égorge, je crée la barre dans l'auberge, je les baisse. C'est des païens, je les baisse, fils de pute. D'accord, bon ben... Donc tu fais ton jet d'attaque, hein. Je le fais pour toi. Bon bah 17, tu touches. Ouais, super. Dans ces circonstances particulièrement éprouvantes, terribles même, j'ai voulu que soit maintenue la cohésion nationale, que nous puissions éviter les divisions, les surenchères, les stigmatisations et donc les amalgames. Mais c'est ça que les gens te reprochent, François. Face aux attentats terroristes, à une menace sans précédent, aux armes, au sang, au massacre, toi, tu luttes contre les amalgames. Puis je veux pas encore une fois revenir sur ton site à la con, mais en plus c'est super mal fait. Regarde, sur la capture d'écran, on voit même pas marqué stopdjihadisme.gouv. Imagine, il y a un mec qui croit encore que le Parti Socialiste peut lui apporter des réponses et il tombe là-dessus par hasard. Le mec, il se pose des questions. Oui, alors mon employeur a décidé de réduire mes horaires de travail, mais de me proposer un nouveau salaire en échange, avec une mutation, je ne sais pas. Est-ce que je dois refuser d'aller plus loin dans cette entreprise? Ah bah non, je vais aller en Syrie. Tiens, j'y avais pas pensé. C'est vachement dangereux, François, ton truc, hein. Comme président de la République, je dois diriger l'État. J'ai la responsabilité d'assurer le fonctionnement
régulier de nos institutions. Voilà François, c'est bien, tu es au courant de ton travail, tu sais ce que tu dois faire. Il faudrait juste le faire maintenant, hein, voilà. Non mais vas-y, on arrête, ça me saoule là. Il reste 8 minutes à bouffer, moi j'en peux plus, hein. Je vais pas aller jusqu'au bout de la vidéo, hein. Une dernière pour la route? Bon allez, une dernière pour la route. J'ai voulu aussi que l'école dispose des moyens indispensables. Mais de quoi tu parles encore une fois François là? T'es pas en train de parler de ta putain de réforme de l'éducation que vous avez lancée là? Ah oui, parce que c'est la dernière grande idée de Najat Vallaud-Belkacem. Oui, elle a décidé de rendre l'école obligatoire jusqu'à 18 ans. Bah, d'un autre côté, on peut la comprendre, hein. Bah, apprendre l'arabe, c'est long. Oh, je déconne, ça va, c'est une blague, je plaisante. Non, ils ont donné des vraies raisons au ministère pour justifier cette connerie. Pour aller plus loin sur l'éducation, je propose... Déjà, ça veut dire quoi, aller plus loin? Vous pouvez pas arrêter avec vos termes à la con. Aller plus loin. Vers où? Par rapport à quoi? Dans quel objectif? On ne sait pas d'où on part. Bref, continuons. Pour aller plus loin sur l'éducation, je proposerai d'étendre la scolarité obligatoire de 3 à 18 ans. Hashtag Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est quoi ça, là, ton hashtag à la con? engagement, c'est quoi? C'est UE en majuscule, c'est l'Union Européenne, c'est ça? C'est un truc de l'Europe? Ou un engagement? Vous avez oublié le N. T'as oublié le N. Vous avez des problèmes en ce moment avec les N, vous savez pas où les foutre. C'est quoi le truc? You engagement? You, we want you? Vous vous prenez pour des Américains? Entre votre novlangue à la con et vos hashtags pourris, on ne comprend plus un broc de ce que vous jactez. Et puis, Najat, juste entre nous, arrête avec Twitter, je t'ai cramé. Hein? Si, j'ai passé ton compte sur Twitter Audit. 50% de tes followers, c'est des fakes. C'est des faux comptes, c'est des Chinois, en fait, des trucs. Non, mais arrête, Najat. Ils sont obligés de le créer des faux comptes, en fait, pour donner l'impression qu'il y a des gens qui la suivent. C'est malheureux. Un jeune qui décroche de l'école à partir de 16 ans, finalement, rien n'oblige les pouvoirs publics à venir le réinciter à investir dans sa scolarité. Et c'est comme ça qu'on perd les élèves. Où, Timothée, où tu es? Merde, on l'a perdu. Parce que vous paumez les gosses, maintenant. En plus de ça, vous les perdez, dis donc. J'espère pour eux que vous allez pas les retrouver. Gamin! Allez, viens! C'est pourri, gamin! Objectif, rescolariser les élèves décrocheurs. En France, ils étaient 110 000 l'an dernier à sortir du système scolaire sans qualification, dont 80 000 justement entre 16 et 18 ans. Voilà, donc il y a 98% des gosses qui sont encore scolarisés de 16 à 18 ans. Hein, donc ça sert à rien ton truc. Et puis pour ceux qui ont du mal avec l'école ou que ça n'intéresse pas ou qui ont envie de faire autre chose de leur vie, bah, y a des formations professionnelles en fait, pour que les gens trouvent un vrai métier, utile aux gens, pas comme le tien d'ailleurs. Hein, voilà, au lieu de rester dans des classes à faire chier le monde pour rien. Tu vois, faudrait juste y penser à ça. Et puis deuxième point, t'as bien conscience que c'est pas 3 ans de plus de ton éducation nationale de merde qui va transformer une bande de gamins illettrés, drogués à cirer la nougat au langage SMS et aux tablettes tactiles que tu leur as foutu entre les pattes en putain de Spinoza. T'es au courant de ça? Bon, de toute façon, je suppose que maintenant, pour nous vendre la salade, ils vont nous envoyer la parole d'un expert. Pour ce syndicat enseignant, il faut que ces élèves aient le plus de bagages scolaires possible pour trouver un emploi. On voit que ceux qui ont des compétences générales faibles... Secrétaire général de la SNES. Elle bosse chez Nintendo, la dame? Je comprends pas, c'est quoi ce... En fait, ils en ont absolument plus rien à foutre, c'est ça? On a 1000 bonnes raisons de vouloir scolariser plus et mieux, mais ça veut dire qu'il faut quand même changer assez sensiblement le fonctionnement du système, la pédagogie, et c'est ça le véritable enjeu. Voilà, alors lui, c'est le mec qu'on te met toujours à la fin des reportages pour faire genre, il y a de la pluralité dans le débat, et le mec, tu sais, qui est pas d'accord avec le gouvernement. Mais pas trop quand même. Tu sais, il a toujours des phrases genre, c'est ça l'enjeu. Ouais. Moi, je t'en propose un autre d'enjeu, en fait, un autre objectif de cette loi. Viens voir. Bah, 2 millions de chômeurs en moins dans les stats. Ah bah si, parce que tous tes gosses que tu vas renvoyer sur les bancs de l'école, c'est 2 millions de mecs en moins, et de filles d'ailleurs, hein, que t'envoies pas se vautrer la gueule sur le marché du chômage, de l'emploi. Hein? Ce serait pas pratique ça, des fois, pour 2017, juste avant de tirer le bilan? Ah oui, et pendant qu'on y est, pour tous ces élèves là en plus, là dont il va falloir s'occuper, je suppose que vous avez pas prévu de recruter des profs. Hein? Non, on se démerde avec les tablettes tactiles, hein? Fuck les profs, tous sur Siri. Surtout que c'est pas si fiable que ça, Siri, hein? Bah, je sais pas comment ils s'en sortent en maths et en français, mais en géo, ils ont des petits problèmes, hein? Quelle route prendre pour aller en Palestine? Au moins, je ne peux fournir ni carte, ni itinéraire de la région territoire palestinien. Quelle route prendre pour aller en Israël? Calcul de l'itinéraire jusqu'à Jérusalem. C'est marrant comme c'est orienté, hein. Mais ça se trouve, c'est ça qu'il faut faire.
Faudrait qu'on crée tous un Siri alternatif, mais qui te donne une vision autre des choses. Comment on pourrait appeler, tiens, un Siri alternatif, un Siri alternate... Iran, on va l'appeler Iran, tiens. Tiens, on va essayer. Dis-moi, Iran, que penses-tu de la réforme de l'éducation nationale pour rendre l'école obligatoire jusqu'à 18 ans? Tiens, c'est marrant cette histoire d'école obligatoire jusqu'à 18 ans, vu tout le mépris qu'on a pour l'école ces temps-ci. Moi la tendance me semble être d'en faire des grandes nurseries pour des 2000 cons comme des bites, où ils apprennent rien mais où au moins ils foutent la paix à leurs parents qui ont même plus le temps d'aller en free party, les pauvres. Bah oui, Iran, mais jusqu'à présent, comment faisaient-ils les parents? Ils passent à la garderie poser Jean-Kévin et peuvent fuir leurs responsabilités au calme, profiter de leur liberté pour oublier leur vie de merde et leurs factures jusqu'à ce qu'ils puissent foutre ce fils de pute dehors à 18 ans, et continuer de s'en remettre aveuglément au prochain François Hollande pour inventer le futur en formant des jeunes de plus en plus cons et dociles, obnubilés aussi par leur nombril, tout comme leurs parents. Bah, Iran, je suis désolé, je ne comprends pas. Quel est l'intérêt de créer une génération de débiles à ce point-là? Avec ce genre de générations égoïstes tu peux tout faire, on dirait de la pâte à modeler, c'est même pour ça qu'on reparle de donner le droit de vote à partir de 16 ans, parce que t'es peut-être pas capable de lasser tes chaussures tout seul, mais tu dois sûrement être capable de choisir l'handicapé qui va nous diriger. Je crois bien que c'est comme ça que faisaient les SS allemands, ils embauchaient les plus jeunes. Pop pop pop, tu t'es fait coller un point Godwin par Rap Hitler. Parce que c'est bien connu, les jeunes ont un discernement à toute épreuve t'as vu. La preuve, aux États-Unis ils ont 20 ans d'avance et c'est déjà les Avengers qui appellent à voter Hillary Clinton. Parce qu'on a bien vu ce que ça donnait quand des adultes avec un peu d'expérience de la vie votaient sans se laisser influencer par la presse comme les premiers puissants venus, et la presse elle était à deux doigts de convaincre tout le monde qu'elle avait gagné d'avance, alors le Brexit comme l'autre avec son teint orange qui est devenu président, ben on s'y attendait presque plus putain. Ouais, vu comme ça, c'est plus clair tout de suite. Après, ça se trouve, c'est ça l'avenir. Bah, de l'éducation, on est en 2016. Peut-être qu'aujourd'hui, les jeunes, ils ont envie d'apprendre directement par eux-mêmes, sur Internet, par Siri, par YouTube. C'est pas forcément un mal. À condition que YouTube se lave sérieusement les fesses. Ah oui, parce que c'est le caca en ce moment. Ouh là là! Ah oui, particulièrement le YouTube français. C'est la mode des YouTube dramas. Ouais, les YouTube dramas. C'est quand tous les YouTubeurs, à peu près intelligents ou non d'ailleurs, du net, décident de perdre leur temps à faire des vidéos pour se foutre les uns sur les autres. Oui, ça a commencé après l'affaire du Raptor dissident. Ouais, le Raptor dissident, avec qui j'ai fait une vidéo. Ah, même les médias en ont parlé de ce truc-là. Ah oui, liberté d'expression, tout ça. Oui, parce que le Raptor dissident, en fait, il avait fait une vidéo sur Marion Séclin, une youtubeuse féministe, pour critiquer le féminisme. Alors Marion Séclin n'était pas contente, donc elle a répondu au Raptor dissident. Alors du coup, le Raptor dissident, il était pas content. Alors il a fait une vidéo pour répondre aux fans de Marion Séclin et parler des SJW. Et le problème, c'est que les SJW, j'étais pas contente. Alors elles ont fait supprimer la vidéo du Raptor dissident. Alors du coup, il y a plein de youtubeurs, ils sont arrivés, ils ont dit ah blabla, mais c'est pas bien, la liberté d'expression, tout ça, il faut qu'il ait le droit de parler, le Raptor dissident. Et du coup, il y a plein d'autres youtubeurs qui ont fait des vidéos sur ces youtubeurs que personne connaissait la plupart du temps, pour dire oui, mais c'est pas bien, parce que non, le Raptor dissident, c'est un nazi, c'est un méchant, non, il faut le faire taire. Et c'est à ce moment-là que le Raptor dissident, il a fait une vidéo de réponse à tout le monde, où il a parlé entre autres d'un youtubeur qui s'appelle Mathieu Sommet. Oh, j'étais pas content, Mathieu Sommet. Alors il a fait une vidéo contre le Raptor dissident, pour lui dire que c'était pas bien de parler de lui comme ça. Alors tous les fans du Raptor dissident, ils ont fait des vidéos contre Mathieu Sommet. Mais alors les fans de Mathieu Sommet, eh ben ils étaient pas contents, donc ils sont tous allés acheter un caméscope Hitachi et un ordinateur pour pouvoir faire leur propre vidéo contre les fans du Raptor dissident qui avaient critiqué la vidéo de Mathieu Sommet sur la vidéo du Raptor dissident par rapport à la vidéo de Marion Séclin. Et c'est là que YouTube est devenu une sorte de magazine People géant. Et il y en a pour foutre la merde, c'était pas les derniers. Ah oui, c'était le cas de mon collègue Franck Brusset. Ouais, Franck Brusset, un ancien humoriste, qui lui a décidé de faire une vidéo de 20 minutes contre le Raptor dissident. Ouais, exactement, où il a parlé 20 minutes d'Alain Soral. Il était flic et il faisait du bon travail. Mais il avait commis le crime le plus grave en témoignant contre d'autres flics qui avaient mal tourné. Ces flics tenté de l'éliminer, mais c'est la femme qu'il aimait qui avait été touchée. Accusé à tort de meurtre, il rôdait maintenant du côté du Dakota. Un hors-la-loi poursuivant les hors-la-loi, un chasseur de primes, un renégat.
À mon avis, ça partait d'une bonne intention en fait. C'est-à-dire que le mec a dû se dire, bon vous savez quoi les gars, c'est un peu le bordel en ce moment, tout le monde parle un peu fort, on est tous en train de se foutre sur la gueule. Vous savez ce qu'on va faire pour calmer tout le monde, mettre un peu de zen? Je vais ramener Alain Soral dans le débat. Ouais. Je pense que ça va calmer les gens. Déjà, il est calme, il est posé, il parle pas fort. Au moins comme ça, tout le monde sera d'accord. Non, ça va pas marcher, Francky. Non, pas du tout. Pas du tout. En fait, ce qui va se passer avec tes conneries, c'est qu'on va tous terminer dans une vidéo du mois d'Alain Soral et ça va très mal se passer pour tout le monde. Oui, alors voilà. Alors le système, ayant compris qu'il ne pouvait pas me décrédibiliser par le biais des médias traditionnels auxquels plus personne ne croit, a décidé sournoisement de recruter des petits youtubeurs, c'est ça, pour faire du Alain Soral sans le niveau d'Alain Soral. Alors parmi eux, on a le petit Raptor dissident, voilà. Donc Raptor dissident, je tiens à te dire, comment dirais-je, solennellement, qu'il n'y a que dans l'imaginaire hollywoodien kabbalisto-talmudiste d'un Steven Spielberg, qu'un vélociraptor représente quelque chose de viril. Dans le logos, dans le réel et dans le concret, le vélociraptor faisait 60 cm et avait des plumes au bout de la queue. Voilà, donc ta place n'est pas, comment dirais-je, sur Internet à essayer de me piquer mon travail, mais elle est sur un char à la Gay Pride avec ceux qui ont des plumes au bout de la queue. Voilà, quand on sait ce que ça signifie. Et il y en a un autre aussi qui m'énerve, c'est le petit Antox Colaboy. Alors ça, c'est intéressant. Quand on s'intéresse un peu aux armes de l'ennemi et de ceux qui vous tapent dessus, qui ne sont bizarrement jamais du midi de la France, on s'aperçoit que derrière les noms se cache toujours, vous savez, cette espèce de cabale, et c'est le théorème Fabius-Guessot, 1 + 1 = 37, voilà. Et quand on regarde le nom Antox Colaboy, il y a Collabo tout de suite dedans. Donc on voit qui tapine et qui fait la pute. Et je tiens à dire à toutes les salopes qui me reprochent d'être national-socialiste que monsieur Antox Colaboy est directement financé par Adolf Hitler. Voilà, ça il faut le savoir, tout est vérifiable, tout est sur Internet. Voilà. Et donc il y en a un autre aussi, c'est le petit Sir Gibbsy. C'est ça, donc Sir Gibbsy, c'est pas monsieur, c'est Sir. Donc toujours, on voit tout de suite l'aristocratie britannique, la mise en avant du libéralisme, la destruction du modèle national français, toujours sur des airs de premiers de la classe, qui ne sont jamais maghrébins et qui ne sont jamais, comment dirais-je, issus de la diversité et de l'immigration, mais qui sont toujours des petits bobos blancs dans un petit appartement de Paris ou on ne sait pas où, et qui vont essayer de faire du Soral sans le texte. Alors ça, c'est Sir Gibbsy, tout de suite, patronyme anglo-saxon, libéralisme, Fillon élu en 2017, Sir Gibbsy qui explose, on voit qui fait le travail de propagande et on voit comment ça se fait. Et il y en a un autre aussi, c'est le petit Absol. Alors lui, il est plus vicieux, il est derrière. Et lui, c'est quand on prend à l'envers, Absol, ça fait l'os bas. Ça ne veut strictement rien dire, mais il faut le savoir. Voilà. Et il y en a un autre aussi qui s'est bien tenu et qui est, comment dirais-je, le seul à avoir su quelle était sa place dans l'histoire et sa place dans le réel et dans le concret de la résistance, c'est le petit Ganesh II. Alors Ganesh II, lui, qui s'est désolidarisé tout de suite. Donc Ganesh, je tiens à te dire, ce n'est pas un hasard si tu es le seul, comment dirais-je, à avoir fait preuve un peu de pudeur hellénocratienne. Quand on regarde ton patronyme, ce n'est pas un hasard si systématiquement ce sont ceux qui mettent en avant par leur nom des valeurs religieuses qui deviennent ceux qui ont le plus de dignité. Et quand on regarde en Inde ce qu'est d'ailleurs un temple de Ganesh, voilà, on voit tout de suite derrière qu'il y a des valeurs et qui ont été toujours des valeurs qui, dans l'histoire, ont fait toujours plus preuve de dignité et de pudeur que d'autres valeurs représentées par les youtubeurs que je viens de citer, qui sont eux dans ce que Guy Debord appelait la société du spectacle et qui sont toujours systématiquement, dès qu'il leur arrive un truc sur Internet, dans la pleurniche systématique. Voilà, donc on voit bien cette opposition entre les valeurs et entre ce que j'appelle, ce que Guy Debord appelait la société du spectacle. Je sais pas si vous vous souvenez, mais quelques mois avant, en fait, YouTube avait fait des nouvelles conditions générales d'utilisation. Oui, vous savez, celle qui fait que maintenant, vous pouvez plus toucher de revenus sur Internet quand vous faites des vidéos qui traitent de sujets subversifs, ou trop politiquement engagés, ou qui parlent de sexe, ou blasphématoires. Ouais, on est en France, mais on n'a plus le droit de faire de blasphème sur YouTube, sinon on se fait démonétiser les vidéos. Ça s'appelle le progrès. Et à ce moment-là, tous les YouTubeurs, vous vous souvenez pas, il y a 2 mois, on avait tous parlé de ça. On s'était tous réunis pour critiquer ce truc-là. Merde!
Vous avez pas compris, non? Vous avez pas compris que vous êtes plus ou moins les idiots utiles du web, en fait. Je vous explique le concept. Pourquoi YouTube a fait ça? Tout simplement pour sucer la bite des annonceurs. Oui, parce que les annonceurs, pour vendre du Coca-Cola, de l'Adidas et de l'Orangina, ils voulaient pas qu'un mec se foute de la gueule du prophète de l'islam, ou que t'aies un mec qui parle de cul, ou qui dise que Manuel Valls est un nazi. Ah bah non, c'était pas très bien. Mais ce problème, c'est que YouTube... ça faisait pas très bien d'aller vendre sa nouvelle loi liberticide à la con pour des prétextes économiques et dire qu'ils se sont mis à quatre pattes devant les annonceurs. Donc ils avaient besoin d'idiots utiles, de connards qui vont pouvoir justifier les interdictions et la censure au nom de la morale, de la lutte contre le nazisme et la haine, bien sûr. Génial, ils sont eux-mêmes décidés de se foutre sur la gueule comme des cons pour justifier les démonétisations et la censure sans qu'on leur demande, c'est super. Bravo les gars. Comme ça. YouTube, c'est un univers qui est absolument merveilleux, parce qu'il n'y a pas de CSA pour contrôler ce qu'on dit, donc ça veut dire qu'on peut dire des choses super. Mais vu qu'il n'y a pas de CSA, on peut aussi dire des grosses conneries. Sauf que c'est pas une grille de télévision, les gens se le prennent pas dans la gueule. Si t'aimes pas, mais regarde pas, mec. Et je veux dire, on est tous des putains d'artistes à un moment. Alors qu'on soit complètement vénère et complètement second degré comme le Raptor dissident, ou pas, pour ceux qui pensent qu'il n'est pas du second degré, ou qu'on soit hyper calme, posé et hyper documenté et sourcé comme Usul, c'est pas la question. Qu'on fasse rire ou pas, c'est encore moins la question. La question, c'est de dire que si vraiment on veut se répondre par vidéo interposée, on peut faire autre chose que du clash ou des analyses débiles. On peut aussi essayer de créer de l'art, du contenu, et surtout, si on n'est pas d'accord, par pitié, on n'est pas obligé d'y mettre de l'idéologie. Et puis, soit dit en passant, si vraiment vous avez envie de taper sur des réacs en ce moment, vous avez une tête d'affiche, hein. Vous avez François Fillon. Ah oui, parce que François Fillon, ça y est là, oh là 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 là, bah, il a gagné les primaires de la droite, ça y est, hein, 69%. Ça, c'est de la publicité mensongère, François. Parce que dans le 69, en théorie, les deux prennent du plaisir. Là, à mon avis, il n'y a qu'un des deux côtés qui va se faire enculer. Ah, c'est vrai qu'il se sent pousser les ailes, hein, François Fillon. C'est pas plus mal, tu me diras. Bah, parce que si tu lui enlèves les ailes à Fillon, il reste que Fion. Ah, c'est peut-être en rapport, d'ailleurs. Ah bah, le message devient plus clair tout de suite. C'est vrai que... Là, j'ai vu son grand oral. Ouais, François Fillon. Oui, il a fait son grand oral devant les patrons, tous les mecs du CAC 40. Hein, non, pas grand oral parce qu'il jacte. Non, grand oral parce qu'il ouvre très grand la bouche pour sucer un maximum de queue du CAC 40, oui. Ah bah là, il a pété complètement un foin, l'autre. Moi, ce que je veux, c'est que le 1er juillet, les 2 ou 3 ministres chargés des réformes, l'économie et les finances, le travail pour l'essentiel, arrivent avec des textes prêts et dans une forme de blitzkrieg. Voilà, c'est-à-dire que là, ça fait à peu près 70 ans que tu n'avais pas eu un homme politique français qui emploie le mot de blitzkrieg dans un discours. Tu vois à peu près où on est ou pas? Moi, je discutais avec un pote à moi il y a un mois au bistrot, parce que je picole comme un trou, et il me disait, tu sais ce qui va mettre des bâtons dans les roues à Fillon? Alors je lui ai dit non, et il m'a dit, c'est parce que quand il était chez Ruquier, il a dit que son modèle économique, c'était Margaret Thatcher. Et ça, en France, Margaret Thatcher, on lui pardonnera pas. Là, il l'a dans le cul, on va lui ressortir jusqu'au bout. Je crois qu'il en a quelque chose à foutre, Fillon. Hein? Ils me font chier avec Thatcher? Je leur sors les nazis, je les emmerde, j'ai fait 69, je les encule, je suis président déjà, j'ai les godasses, j'ai fait broder le truc en fil d'or, je suis là, j'ai déjà ma chambre à l'Élysée, je les encule. Tu crois qu'il va se faire prendre à cause d'un coup de braguette, l'autre, au Sofitel, 15 jours avant? C'est un putain de catoréaque, c'est foutu, il va aller jusqu'au bout, le mec. Une forme de blitzkrieg, fasse passer devant le Parlement, en utilisant d'ailleurs tous les moyens que donne la Constitution de la Ve République, les ordonnances, les votes bloqués, le 49.3, tout ce qui est nécessaire, fasse passer en l'espace de 2 mois, sans interruption estivale, les 6 ou 7 réformes fondamentales qui vont changer le climat de l'économie et le climat du travail dans notre pays. C'est évidemment pour moi l'abrogation des 35 heures et la suppression de la durée légale du travail et le renvoi à la négociation dans les entreprises sans contrainte. C'est le nouveau code du travail, c'est la réforme de la fiscalité du capital, fondamentale pour relancer l'activité économique dans notre pays, c'est la réforme de l'assurance chômage, c'est la réforme de l'apprentissage, et c'est les premières mesures d'économie sur le budget de l'État et sur le fonctionnement de l'État. Voilà, donc c'est ça le programme en fait. Durée légale du travail, dans ton cul. 500 000 fonctionnaires, dans ton cul. Privatisation à terme de la sécurité sociale, dans ton cul. Hein? Tout ce qui fait que tu descends dans la rue là depuis un an à faire le couillon à nuit debout, vous étiez 2 millions dans la rue. Hein, ouais, loi El Khomri, c'est de la merde. La loi El Khomri? Mais c'était l'entrée les mecs. Pour l'instant, on a clapé les apéricubes. Hein? Maintenant, on attaque le plat de résistance. Et j'espère que vous avez faim parce qu'au menu c'est côte de bœuf, 1,8 kg par personne. Et il y a 2 fois du dessert. Je suis pas content!